Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le chapitre sur le marché des actions. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer ce que j'ai préparé. Alors, marché des actions. Une action est définie comme étant un type de propriété qui donne à son détenteur des droits sur la gestion de la société, des droits à l'information et des droits à la rémunération. Alors, cependant, il faut distinguer deux catégories d'actions. Nous avons des actions ordinaires, nous avons des actions de préférence. Voilà. Alors, un investisseur peut ne pas être tenté par la gestion de la société, signe un contrat d'acquisition d'actions de préférence avec la société émettrice. Donc, de préférence en matière de dividendes. On va négocier un taux d'intérêt statutaire différent du taux d'intérêt statutaire qui rémunère les actions ordinaires. Et généralement, c'est des intérêts statutaires cumulatifs reportables. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même si l'entité ne fait pas de bénéfices, on calcule la masse des intérêts statutaires pour les actions de préférence qui seront reportées dans les années où il y a des bénéfices. Alors, la législation française a prévu un délai de 3 ans pour le report. Chez nous, rien n'est prévu par la loi, donc ça dépendra des statuts. Voilà, donc du contrat entre le détenteur de l'action de préférence et l'émetteur. Alors, il peut y arriver que maintenant, un investisseur soit intéressé par la gestion de la société plutôt que les aspects pécuniaires. En ce moment, il peut négocier une action de préférence à double droit de vote. Voilà, double droit de vote avec une faible rémunération, un taux peut-être inférieur au taux d'action des actions ordinaires. Donc, en fait, tous ces privilèges, c'est pour attirer les investisseurs, attirer carrément les investisseurs à mettre leur argent aux besoins d'une entité donnée. Voilà, donc il faut retenir qu'il y a deux catégories d'actions, deux grandes catégories, les actions ordinaires et les actions de préférence. Voilà, mais en tout état de cause, une action est généralement définie comme étant un titre de propriété, contrairement à l'obligation que nous avons vue, qui est définie comme étant un titre de créance. Alors, un actionnaire qui possède une fraction du capital d'une société devient partiellement propriétaire et jouit de tous les droits, dont le droit de vote, le droit à la rémunération des fonds, le droit à l'information. Même il y a certains qui citent le droit à la formation. Voilà. Alors, la rémunération est appelée dividende, qui se fait annuellement si l'entité a des bénéfices. Alors, en général, une partie seulement des actions peut être cotée en bourse. Oui, quand la société est cotée en bourse, une partie de c'est pas toutes ces actions qui sont vendues en bourse, mais c'est une partie de ces actions qu'on appelle le flottant. Caractéristique d'une action. Une action est caractérisée par sa valeur nominale. C'est la valeur qui est capitalisée, donc qui est mise dans le capital social. Le capital social, quelle que soit la durée de vie de l'entité, le capital social est toujours égal au nombre d'actions multiplié par la valeur nominale. Voilà. Alors, l'action est caractérisée aussi par son cours boursier. Si l'entité est cotée en bourse, voilà, donc le cours est une des caractéristiques de l'action. Le cours, c'est le prix auquel l'action est négociée dans la bourse, donc dans le marché. Alors, le nombre d'actions de l'entité multiplié par le cours de l'action dans le marché est appelé capitalisation boursière. Donc, égal cours par nombre d'actions. Voilà. Mais par contre, quand vous prenez la valeur nominale par le nombre d'actions, vous avez le capital social. Il faut bien distinguer les deux. L'action est caractérisée par son prix d'émission. Il correspond au prix auquel l'action est vendue en cas d'augmentation de capital. On parle de prix d'émission.
Je rappelle que l'augmentation de capital peut se faire en nature, en numéraire ou en incorporation de réserve ou en conversion de créances. Hein. Ça dépend. Alors, le prix d'émission, généralement, c'est égal valeur nominale plus une prime. Ça peut être une prime d'émission s'il s'agit d'actions en numéraire. Ça peut être une prime d'apport s'il s'agit d'apport en nature. Voilà. Ça peut être une prime de fusion s'il s'agit d'augmentation de capital par fusion, absorption. Voilà. Alors, la prime d'émission, c'est la différence entre la valeur d'émission et la valeur nominale. Évaluation d'une action. Lorsqu'une société est cotée en bourse, son coût de cotation reflète la façon dont elle est évaluée par le marché. Cette appréciation du marché dépend très fortement des anticipations faites par les opérateurs quant à la santé future de la société. Voilà, donc le cours boursier, ça on l'a dit, hein, le cours boursier dépend des anticipations effectuées par les investisseurs. Alors, ces anticipations peuvent être les projets de l'entreprise, donc les perspectives de croissance de l'entité. Ça peut être n'importe quoi, ça peut venir de n'importe quelle source. Voilà. Alors, si les perspectives de croissance et de rentabilité sont bonnes, le cours a tendance à augmenter. Le cas échéant, ça diminue. Voilà. Alors, plusieurs facteurs, comme je disais, peuvent expliquer l'évolution des cours. Certains sont propres à l'entreprise, d'autres sont liés à l'environnement économique et politique. Modèle d'évaluation. Alors, pour évaluer les actions, soit il y a des modèles qui n'intègrent pas le risque, tel que le modèle le plus connu, c'est le modèle de Gordon et Shapiro, qui permet d'évaluer une action. Alors, selon ce modèle, le prix d'une action est égal au dividende attendu. Ça, c'est la conséquence du modèle. Sauf que, bon, je vais reprendre ici le modèle. Donc, ici, selon ce modèle, ça, c'est la conséquence, hein, comme je disais. On calcule ici le prix, on va mettre ici le prix de l'action. Le prix de l'action au moment où vous l'évaluez égale bref, dividende attendu. Je vais mettre ici sur RC. Moins G. Voilà. Donc, c'est ça, en réalité, le modèle de Gordon et Shapiro. Donc, le modèle est le suivant. Le prix d'une action. Donc, ça, c'est la conséquence pour retrouver la rentabilité des capitaux propres. Mais le modèle, c'est le prix de l'action égal au premier dividende attendu divisé par la rentabilité des actions moins le taux de croissance des dividendes. RC moins G. Alors, ça, c'est la conséquence du modèle. Donc, il y a une démonstration derrière, hein, mais bon, ce qui vous intéresse, vous, c'est le modèle, l'application du modèle. D'accord? Ça, c'est une des méthodes pour valoriser une action. Alors, on peut valoriser une action aussi en utilisant les multiplicateurs boursiers. Par exemple, le PER, le Price Earning Ratio. Le Price Earning Ratio n'est rien d'autre que le rapport entre le cours, donc le prix de l'action à un moment donné, P0, divisé par le bénéfice par action. Et de là, si j'ai le Price Earning Ratio, je peux directement déduire, n'est-ce pas, le cours de l'action. Voilà. Alors, par analogie, le Price Earning Ratio est lié au D. D, c'est le taux de distribution des dividendes. G, c'est le taux de croissance. Donc, on peut évaluer le Price Earning Ratio en prenant le dividende, le taux de distribution sur RC moins G. Voilà, des fois, on vous donne ces expressions-là et vous pouvez calculer le Price Earning Ratio. Ayant le Price Earning Ratio, vous avez le bénéfice par action, vous déduisez le cours. Alors, le PER, bon, ça, c'est un indicateur
qui dépend de la politique de distribution. Donc, vous voyez bien, ça dépend de la politique de distribution des dividendes. Ça dépend du taux de croissance et de la rentabilité exigée par les apporteurs de capitaux. Alors, il permet d'apprécier le niveau du cours. Ça permet de dire est-ce que le cours est surévalué ou sous-évalué. Donc, la cherté des titres par rapport au marché. Ou est-ce que le titre est en équilibre ou pas. Alors, il permet également aussi de faire des anticipations, hein, n'est-ce pas, par rapport à la valeur future de l'action. Alors, généralement, quand on veut évaluer une action à une date ultérieure, pas aujourd'hui, mais une date future, on peut utiliser pour l'évaluation de la valeur terminale le price earning ratio, le price earning ratio futur, en utilisant ce qu'on appelle la méthode de Batts. Alors, la méthode de Batts se présente comme suit. Donc, le price earning ratio à l'instant N, retenez cette dernière expression, c'est la meilleure pour évaluer le prix d'une action. Donc, je vais mettre le price earning ratio, c'est l'expression à retenir ça, n'est-ce pas? Le price earning ratio n'est rien d'autre que le price earning à l'instant N, hein, à une date ultérieure à l'instant N, le price earning ratio à l'instant N, par exemple dans 5 ans, égale au pair de l'année 0, multiplié par A moins D fois B, D étant le taux de distribution des dividendes. Maintenant, A égale, c'est cette expression quoi, qui représente A. Donc, A égale à 1 plus la rentabilité des capitaux propres sur 1 plus le taux de croissance, le taux à la puissance N. Et B, c'est 1 plus G, n'est-ce pas, sur G moins RC multiplié par 1 moins A. Je pense que ça, c'est plus simple à retenir pour avoir, parce que c'est ça qu'on a développé pour obtenir cette expression. Donc, price earning ratio à l'instant N égale price earning ratio à l'instant 0 multiplié par A moins D fois B. A égale 1 plus RC sur 1 plus G, le tout à la puissance N. B égale 1 plus G sur RC moins G multiplié par 1 moins A. Je pense bien que c'est plus simple de retenir cette formule pour l'application du pair futur. Voilà. Vous en aurez besoin, cette expression-là, vous en aurez besoin quand on va faire le cours d'évaluation des entreprises. Vous verrez, on va beaucoup utiliser ces expressions. D'accord? Bon, ça c'est RC. RC, c'est le taux d'actualisation qui représente la rentabilité exigée des actionnaires. G, le taux de croissance des bénéfices. D, le taux de distribution. N, la période. Et P0, PR0, c'est le price earning ratio à l'instant de départ. Donc, la formule de Batts permet donc de déduire la valeur de l'une de ces variables connaissant l'autre. Donc, en général, on l'utilise pour déterminer le pair futur. Voilà, donc pour des évaluations. Le price sales ratio, c'est un indicateur utilisé dans la méthode comparable qui permet aussi d'évaluer, n'est-ce pas, la valeur d'une action. Donc, price sales ratio égale coût divisé par le chiffre d'affaires. Voilà. En réalité, price sales ratio, en réalité, bon, c'est le cours si l'entité est financée intégralement par fonds propres. Mais si l'entité est financée par endettement et fonds propres, on va prendre la valeur globale de l'entreprise. Hein? Et de là, quand on a la valeur globale de l'entreprise, il faut déterminer donc la valeur de la dette, enlever la valeur globale de la valeur de la dette pour obtenir la valeur des fonds propres. Voilà. On verra ces méthodes-là plus en détail dans le cadre de l'évaluation d'entreprise. C'est pourquoi je vais vite. Alors, le délai de recouvrement permet d'appréhender l'insuffisance des bénéfices dans la détermination de la valeur des titres. Il est défini comme étant le délai de recouvrement théorique du prix d'une action par les flux futurs des bénéfices par action au taux de rendement des obligations à long terme. Alors, pour obtenir le délai de recouvrement, on prend le logarithme népérien, le logarithme de base plutôt, hein, de pair à l'instant 0 facteur de 1, t moins 1 plus 1, tout sur log de t, avec t représentant 1 plus g sur 1 plus rc. Voilà. Alors, ce délai est estimé en nombre d'années. Il permet d'apprécier le délai que pourra prendre le retour sur investissement sur des actions. Alors, plus le délai est court,
et plus c'est bon. Donc, c'est le temps, c'est comme en fait en réalité le concept de DRCI, le temps auquel il faut attendre pour reprendre votre mise de départ. Donc ici, c'est la même chose. Vous investissez votre argent sur une action, l'action procure des revenus. Maintenant, vous voulez savoir à quel moment votre action va donc vous redonner la mise que vous avez effectuée à l'état de départ. Donc, on l'appelle le délai de recouvrement. Alors, sur le plan financier, ce délai varie généralement entre 5 et 15 ans, ce qui constitue une fourchette qui permet d'apprécier les fluctuations du père par rapport à l'évolution du marché. Alors, portefeuille et droit de marché. Portefeuille de marché et droit de marché. Donc, si nous avons N titres dans un marché, alors pour chaque titre, nous avons un cours et un certain nombre de titres qui sont échangés. Alors, n'oubliez pas la capitalisation boursière, c'est le cours multiplié par le nombre de titres. Donc, en ce moment, la capitalisation du marché représentera l'ensemble des capitalisations des titres qui sont cotés. Donc, CI fois N. Alors, maintenant, pour un titre donné, on peut savoir maintenant sa proportion par rapport au marché. Donc, vous prenez la capitalisation du titre I, vous divisez par la capitalisation globale du marché, vous avez sa proportion. Alors, sauf que le problème qui se pose, c'est qu'il est rare d'avoir une liste exhaustive de l'ensemble des titres qui sont cotés au niveau d'un marché donné. Si, surtout pour les grands marchés. Et en ce moment, on prend un échantillon représentatif. Voilà. De façon générale, la constitution d'un portefeuille sur le marché doit inclure tous les actifs existants. Alors, le nombre important d'actifs sur le marché conduit souvent à constituer un échantillon représentatif qui représente en réalité tous les actifs du marché. Alors, on parle de pousse de portefeuille, qui est le portefeuille allégé mais représentatif du portefeuille global. Maintenant, chaque titre que vous avez va être comparé au portefeuille pousse de portefeuille, donc à l'échantillon représentatif du marché, comme on ne peut pas avoir une liste exhaustive de l'ensemble des titres du marché. Donc, on compare en termes de rentabilité et de risque. Ça nous renvoie un peu à la théorie de Markowitz, que nous allons plus développer en détail en Master 2, dans la théorie de gestion de portefeuille. Alors, chaque titre est caractérisé par deux variables. Rendement, donc qui représente la rentabilité, donc la rentabilité plutôt, et l'écart type. Voilà. Donc, c'est à travers la loi de Gauss-Laplace que Markowitz a su vraiment mettre en pratique dans sa théorie sur la gestion de portefeuille, en identifiant ces deux variables, la moyenne et l'écart type. Alors, la droite de régression, qu'on appelle droite de marché, permet d'apprécier la corrélation qui existe entre le rendement d'un titre et celui du marché. Donc, dans sa théorie, c'est que à chaque titre sur le marché, il faut comparer avec, bon, en réalité, selon Markowitz, il faut comparer chaque titre avec un autre titre donné. Pour chaque titre, il faut faire la comparaison. Donc, imaginez que vous avez juste 10 titres dans un marché, vous aurez une playlist 10 puissance 10. Parce que chaque titre doit être comparé à 10 titres. Et vous aurez une playlist de 10. C'est un travail assez lourd hein, pour 10 titres seulement. Imaginez que dans un marché, que vous ayez plus de 1000 titres. Donc, ce que ça fait. Alors, c'est la raison qui fait qu'il y a Sharpe en 1965 qui a donc proposé cette technique d'échantillonnage de poste de portefeuille pour, disons, introduire la notion d'indice. Et au lieu de comparer chaque titre avec un autre dans le marché, il faut identifier un indice qui regroupe un certain nombre d'entreprises. Et voilà, on prend un titre donné, on compare avec l'indice en termes de rentabilité et de risque pour voir est-ce que le titre-là est plus risqué ou le titre est plus rentable, moins risqué ou plus risqué, plus rentable, etc. Donc, il faut faire l'appréciation du risque et de la rentabilité. Et c'est ça qui a conduit à Sharpe à identifier donc, une droite de marché et de comparer ces titres par rapport à la droite de marché. Voilà, et ainsi, il a développé une équation. Donc, chaque titre est représenté comme suit. La rentabilité d'un titre donné est égale à un coefficient qui est neutre, alpha t,
plus le bêta I fois RNT. Donc, ça, c'est par rapport à la droite de marché, plus epsilon I. Donc là, c'est le rendement du titre. Ici, c'est le rendement du marché. Là, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite de régression. Et bêta représente la sensibilité par rapport aux fluctuations du marché. C'est cette expression générale qui a conduit à l'émergence de ce qu'on appelle le MEDAF, que Sharpe a développé en 1965. Maintenant, pour obtenir le bêta I, c'est la covariance de la rentabilité du titre et du marché sur la variance du marché. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est parvenu à calculer la pente. Donc ça, c'est la pente de la droite. Hein. Ça, vous l'avez vu en troisième, hein, comment on calcule une pente de droite. C'est la covariance de XY sur la variance de X. Donc c'est la même chose ici. Hein. Rentabilité marché, rentabilité du titre, variance marché. Alors, donc sur le marché financier, il faut comprendre qu'il existe un seul portefeuille efficient, d'accord, qui est constitué par les titres risqués et les plus rentables à un instant donné et les titres sans risque. Il existe un seul portefeuille. Donc, quand on prend tous les titres du marché, donc cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arriver à constituer un seul portefeuille appelé le portefeuille de marché. Il y a une rentabilité appelée la rentabilité du marché et il y a un risque associé au portefeuille de marché. Voilà. Alors, maintenant, de ce portefeuille de marché, vous verrez que les investisseurs vont s'approcher au niveau du portefeuille de marché parce que le portefeuille de marché, c'est le portefeuille qui maximise, qui donne une meilleure rentabilité avec un risque le plus, avec un risque le plus faible possible. Hein. Généralement, c'est l'écart réduit, quoi, hein, avec un risque égal à 1. Voilà. Alors, le MEDAF, maintenant, va se présenter comme suit. Je vais vous présenter l'équation du MEDAF. Après, on va un peu analyser cette équation ensemble. Alors, le MEDAF se présente comme suit. La rentabilité du titre I, donc c'est la même expression ici, sauf que quand on est au niveau du portefeuille de marché, le risque sigma I est égal à 0. Voilà. Donc, on a pris l'ensemble des éléments, donc il n'y a pas, donc une liste exhaustive de l'ensemble des titres, donc il n'y a pas de risque pour que l'on ne prenne pas les autres éléments. Parce que dans le portefeuille de marché, le risque, il n'y a que le risque systématique, le risque spécifique est nul. Voilà, donc parce qu'on est au niveau du marché, donc tout est agrégé. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire la rentabilité d'un titre n'est rien d'autre qu'égal l'ordonnée à l'origine qui représente la rentabilité du titre sans risque. Alors, plus la sensibilité du titre fois la prime moyenne de risque du marché. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de montrer un. Alors, ici, nous avons la rentabilité, RI, et là, nous avons sigma. Alors, selon Sharpe, il existe un seul portefeuille appelé P, c'est le portefeuille de marché. Et là, c'est l'ordonnée à l'origine qui représente les rentabilités sans risque. Donc, il n'y a pas de risque, le risque est nul. Et là, nous avons, bon, voilà, alors je vais reprendre. Donc, nous avons ici le portefeuille de marché. Voilà, qui est là. Maintenant, les investisseurs vont prendre des risques. Hein. Un investisseur peut se situer à ce niveau. Un investisseur peut se situer à ce niveau. Un investisseur peut se situer à ce niveau aussi. Un investisseur peut se situer à ce niveau. Donc, voilà. Maintenant, quand on se situe ici, on se situe au niveau du portefeuille de marché. On voit bien que le risque associé ici, le bêta du le sigma de P égale 1. Et ici, ça donne la rentabilité du marché. Voilà. Maintenant, quand on se situe là, donc ça veut dire qu'on a accepté de prendre un risque inférieur au risque du marché. Voilà. Donc, notre rémunération aussi, on ne peut pas obtenir toute la rémunération ici. Toute cette rémunération, on va obtenir juste une portion de cette rémunération qui est représentée par cette pente. Donc, c'est ça que vous gagnerez comme rémunération. Et pour avoir cette rémunération, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend E de RM, qui est la rémunération totale, moins RF. Maintenant, on pondère avec le niveau de risque que vous avez pris. Et c'est ça qu'on appelle le bêta I. Maintenant, vous conviendrez avec moi que si vous prenez un risque supérieur à 1, donc supérieur au portefeuille de marché, si vous êtes là, vous aurez une rémunération supérieure. Donc, vous voyez bien que votre rémunération va dépasser
celle proposée par le marché. Donc, c'est ça qu'on appelle la droite de marché, et c'est ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle aussi le capital market line. Et donc, voilà, ça, c'est l'équation du MEDAF qui est traduite par cette équation. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ça plus en détail quand vous serez dans les plus grandes classes. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est de connaître la notion de l'équation du MEDAF qui permet de déterminer la rentabilité d'un actif donné. Je ne parle pas d'une action seulement. Hein. Une action, ça peut permettre de déterminer la rentabilité d'une dette aussi, d'une action, d'une dette, d'une activité, si vous voulez aussi, d'un secteur donné. Donc, on peut utiliser cette équation de MEDAF. Voilà. Alors, le risque maintenant de l'action, que vous voyez ici, le risque de l'action, peut-être, bon, ça, c'est un risque vraiment qui est influencé uniquement par les fluctuations du marché. Le risque de l'action, c'est composé de deux éléments. Il y a un risque spécifique et un risque systématique. Maintenant, comment évaluer le risque spécifique et le risque systématique? Au niveau des cas des applications, je vais vous montrer comment ça se passera. Donc, il faut, parce qu'en réalité, le MEDAF, ici, quand on va appliquer cette relation, cela signifie que le risque spécifique est largement négligé, égal 0. Alors, pour avoir le risque spécifique, il faut se baser sur cette relation. Et c'est cet epsilon-là qui permettra d'évaluer le risque spécifique. La variance de epsilon permet d'évaluer le risque spécifique. Mais quand on est au niveau du portefeuille de marché, donc il n'y a plus de risque spécifique. En fait, les titres sont influencés uniquement par le risque systématique qui est le risque du marché. Voilà, mes chers, donc ce que je voulais partager avec vous sur ce chapitre de marché des actions. Nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur sur certains détails quand on fera les visioconférences, de même que quand on fera les applications. Merci de votre aimable attention. À bientôt.